Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes présents aujourd'hui pour notre rencontre mensuelle Parlons Foncier, le direct. Je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire consacré à la ruralité. Alors, un thème que nous avons abordé sous un autre angle lors de notre premier webinaire en janvier, qui était consacré à la ruée vers le rural, où nous avions eu la chance d'avoir Cécile Gallien, maire de Voré et vice-présidente de l'Association des maires de France. Alors aujourd'hui, 88% des communes sont classées comme rurales en France, soit un tiers de la population. Donc ça, c'est la dernière définition de l'INSEE qui en a donné une nouvelle définition en 2020. Et on voit que les espaces ruraux sont en pleine mutation. On a vu lors de ce premier webinaire un engouement. Alors, comment soutenir les territoires ruraux? C'est un enjeu fort aujourd'hui des politiques publiques dans les zones rurales. Et aujourd'hui, avec nos deux invités, nous allons voir quels sont les acteurs, quels acteurs pour quelle dynamique, les territoires d'avenir, on fait quoi aujourd'hui pour demain, comment on définit un projet de territoire, et enfin, est-ce que les espaces ruraux sont une chance pour notre développement? Tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat et nos intervenants y répondront à la fin des interventions. Et donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jarlier et Michel Baylac pour échanger et partager sur ce thème. Pierre Jarlier, bonjour. Bonjour. Donc, après avoir exercé le métier d'architecte à titre libéral, vous avez arrêté votre activité professionnelle pour vous consacrer à l'action publique. D'abord en tant que maire et président de communauté pendant 27 ans, puis en tant que vice-président du conseil départemental et sénateur du Cantal pendant 17 ans. Récemment, vous avez été membre de la mission Agenda rural du gouvernement. Vous êtes élu de terrain et vous êtes un défenseur des collectivités et des territoires. Et vous œuvrez notamment dans de nombreuses associations nationales d'élus en y prenant des responsabilités. Donc, je ne les citerai peut-être pas toutes, mais c'est dans celles qui sont importantes. Vous êtes président de l'Association nationale des élus de montagne. Vous avez été aussi vice-président de l'Association des maires de France et président délégué des petites villes de France. Voilà, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Michel Baylac, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes vigneron dans le Haut-Armagnac, dans le Gers, sur une exploitation familiale. Vous êtes investi depuis toujours dans la vie publique. Vous êtes maire de Roquelaure, dans le Gers, depuis 20 ans, et premier vice-président de l'agglomération Grand Auch, Cœur de Gascogne. Et récemment, depuis 2020, vous êtes président de l'Association des maires du Gers. Vous êtes également vice-président du Césaire Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et bien sûr, une forte implication depuis plus de 20 ans dans le foncier. Vous êtes actuellement vice-président de la SAFER Occitanie depuis 2017, aux côtés de Dominique Granier et Dominique Barrault. Et vous êtes investi au niveau européen. Vous êtes président de l'AEIAR, l'Association européenne des institutions d'aménagement rural. Donc, je suis ravie de vous accueillir également aujourd'hui. Alors, nous allons tout de suite démarrer. Donc, une première question pour vous, Pierre Jarlier. Vous avez été donc parmi les 5 rédacteurs de l'agenda rural. On a la chance de vous avoir aujourd'hui avec nous. Donc, l'agenda rural, c'est faire des campagnes des territoires d'avenir. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus et surtout, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour demain? D'abord, je crois que grâce à cet agenda rural, les politiques publiques reconnaissent la ruralité, ce qui est quand même extrêmement important parce que pendant longtemps, il faut reconnaître que ces politiques publiques, elles n'étaient pas du tout dans les faisceaux de la ruralité. Donc cet agenda rural, avec ses 180 mesures, il a permis d'intégrer dans chacun des ministères un certain nombre d'actions qui s'inscrivent dans le temps, parce que si on veut justement accompagner les grandes mutations actuelles, notamment là très nouveau pour ces ruralités, il faut des mesures qui s'inscrivent dans le temps, des mesures fortes qui sont interministérielles et qui nécessitent évidemment une forte mobilisation de tous les acteurs. Et c'est un peu le sens de ce qui a été mis en place et qui maintenant est relayé au fur et à mesure avec des premières actions concrètes, avec des tiers-lieux, avec
des universités connectées, avec des actions, avec des volontaires en administration qui viennent dans la ruralité, ou bien d'autres mesures. Je ne vais pas les citer, bien sûr. Mais ce qui est le plus important, je crois, en lien avec cette démarche de l'agenda rural, c'est finalement les conditions de la réussite de la nouvelle dynamique sur la ruralité. C'est que d'abord, et moi je dis toujours ça, il faut d'abord y croire. Voilà, moi je crois que l'important, c'est que chaque territoire ait pleinement conscience que, c'est-à-dire, sans doute il y a des handicaps, on a vu beaucoup de difficultés dans certains territoires qui subissent des pertes d'emplois, d'actifs agricoles, qui subissent aussi des pertes d'emplois industriels, parce qu'il y a beaucoup d'industries aussi dans la ruralité. Mais l'important, c'est que les acteurs y croient, qu'ils se mobilisent ensemble, qu'ils construisent des projets, on y viendra peut-être tout à l'heure, pour que ils regardent comment ils peuvent évidemment au mieux valoriser leurs atouts, notamment des atouts qui sont intrinsèques, que j'appelle intrinsèques. Et quand on parle d'agriculture, ça me donne évidemment tout de suite l'idée de dire, bah oui, il faut commencer par ça, parce que ce qui a fait quand même évidemment la richesse de la ruralité pendant longtemps, c'était le nombre d'actifs agricoles, la richesse que pouvait justement apporter au territoire et ailleurs la production agricole, et qu'il est important aujourd'hui qu'on regarde comment on peut faire en sorte que cette tradition agricole puisse rester évidemment une réalité sur le terrain. Et puis il y a évidemment bien d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte, parce que là aussi, si on veut une nouvelle attractivité des territoires, eh ben, il faut aussi que les conditions de l'attractivité soient réunies. Et ces conditions de l'attractivité, c'est aussi des demandes nouvelles de la population. C'est-à-dire qu'on on peut pas demander à des gens de venir dans la campagne s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de service de santé, s'il n'y a pas de mobilité, s'il n'y a pas de service. Et donc, du coup, la question des services de proximité, d'ailleurs, qui est au cœur de l'agenda rural, on a plusieurs sujets importants qui sont traités dans le cadre de cet agenda rural sur les services de proximité, est absolument, absolument essentiel. Et puis, il y a un autre levier, hein, qui est un levier tout aussi déterminant, et d'ailleurs qui est aussi un facteur d'attractivité, parce que habiter en campagne, ça coûte moins cher qu'habiter en ville. À condition évidemment qu'on puisse trouver les moyens, hein, de pouvoir acquérir un logement, de pouvoir construire une habitation, de pouvoir évidemment installer une entreprise, et toute la question de l'urbanisme dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec, vous le savez, les discussions actuelles sur le zéro artificialisation, est posée. Et moi, il y a quelque chose qu'on a voulu poser vraiment au sein de l'agenda rural, et que moi je continue évidemment à défendre, c'est que on doit demander des efforts importants aux populations rurales comme aux populations urbaines, mais il ne faut surtout pas pénaliser les territoires qui ont été économes en matière de consommation urbaine, mais il faut au contraire les encourager à pouvoir faire du développement, en leur apportant certes des contraintes, un autre mode de construction, mais aussi en tenant compte du fait qu'ils ont été les bons élèves et qu'ils ne peuvent pas payer pour ceux qui ont peut-être fait malheureusement beaucoup d'excès dans ce domaine. Et puis il y a un autre sujet qui est importante sur les conditions d'attractivité, c'est la question de la mobilité. On ne pourra pas imaginer demain de pouvoir accompagner et de pouvoir accueillir de nouvelles populations dans un territoire qui serait trop enclavé ou qui ne bénéficierait pas des moyens de la mobilité, parce qu'aujourd'hui, on habite à un endroit, on travaille dans un autre, on est beaucoup plus mobile, et il faut évidemment que toutes ces conditions soient réunies. Voilà quelques thèmes comme ça pour lancer le débat, et j'en ajoute un qui est celui qui est directement lié au cadre de vie. En fait, là aussi, il y a des exigences nouvelles des populations en matière de loisirs, en matière de culture, et il faut que ces territoires soient au rendez-vous justement de ces évolutions-là. Et donc, dans l'agenda rural, nous avons mis en place plusieurs mesures justement pour faciliter le développement des échanges, le développement des liens sociaux, évidemment, le développement culturel au sein des territoires ruraux. Voilà quelques éléments comme ça en entrée de discussion pour poser un peu le débat. Merci beaucoup, Pierre Jarlier. Alors, Michel Baillac, du coup, que fait-on aujourd'hui pour nos campagnes, pour qu'elles deviennent des territoires d'avenir, et du coup, surtout, quels acteurs pour quelle dynamique?
En fait, oui, bonjour à toutes et à tous, hein, et bonjour aux connectés, que je vois nombreux sur mon petit écran de contrôle. Simplement, écoutez, il y a une forte mobilisation des acteurs ruraux. Il faut savoir que l'enjeu finalement, c'est le vivre ensemble. Bon, l'agenda rural ou toute autre politique de cohésion des territoires, le leitmotiv, c'est le vivre ensemble. Et pour cela, il faut des acteurs qui se comprennent. Alors évidemment, les actifs ou les acteurs, en premier lieu, Pierre Jarlier l'a dit, hein, les agriculteurs, évidemment, qui sont la clé de voûte de cette ruralité, quoi qu'on en dise, quelles que soient les évolutions de la population, les agriculteurs qui, finalement, sont un petit peu les dépositaires de cette ruralité à travers aussi le sol, et qui, pour nous, très, très important, la maîtrise du sol, c'est quelque chose de très important. Alors, au niveau des actifs, bien sûr, les agriculteurs, les acteurs économiques. Dans un espace rural, vous avez de l'agriculture, vous avez aussi parfois de l'industrie, vous avez parfois de l'artisanat. Enfin bref, l'idée, c'est de partager tout cela, mais vous avez aussi des résidents qui cohabitent avec des gens qui travaillent tout simplement, dont l'activité se voit ou s'entend. Et vous avez également ce souci qui a été souligné par Pierre Jarlier de l'attractivité d'un territoire. Aujourd'hui, vous avez ces acteurs que je viens d'évoquer, mais vous avez aussi des touristes. Hein. On est en pleine saison estivale. Le tourisme rural, ça a du sens. Il y a quelques années, au sein des chambres d'agriculture en particulier, il y a quelques années, quelques décennies, on inventait les concepts de bienvenue à la ferme ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on y est. Et plus on aura un territoire attractif à travers la dynamique tout simplement des acteurs, mais aussi des services à donner, des services aux populations. Un territoire n'est attractif que s'il y a des acteurs et des services. Et il n'y a de services que s'il y a des acteurs qui financent d'une certaine manière les services. On ne peut pas imaginer des services s'il n'y a plus d'habitants. Donc tout cela, c'est un tout. C'est un tout que l'on travaille sur le territoire, aussi avec les associations. On a parlé, s'il y a quelque chose de très très important aujourd'hui en milieu rural, et parmi les actifs, ce sont aussi les associations. Cette armée de bénévoles qui, tous les jours, mais ici, anime un club d'aînés ruraux, ailleurs, ça sera une librairie on va dire, itinérante. Voilà, donc on a un tissu associatif, on a des actifs qui sont extrêmement divers et parfois de néo-ruraux aussi, on les appelait un petit peu comme ça, qui arrivent dans les communes et qui amènent des idées nouvelles, soit par... ils sont arrivés, c'est pas uniquement pendant le Covid, il y a eu un webinaire consacré à cet attrait des campagnes depuis la pandémie, mais pas que. Aujourd'hui, il y a eu des mouvements de population c'est permanent, le mouvement de population, les migrations. Moi, je me rappelle, quand j'étais tout petit, c'était les gens descendaient de Bretagne. Lorsqu'on a créé les Adaséas en particulier, c'était l'association de vulgarisation et de promotion, Et on trouvait il y avait énormément de mouvements de population à l'intérieur même de notre hexagone. Voyez, donc tout cet afflux de gens nouveaux a amené de la diversité, a amené de l'initiative dans nos campagnes. Donc, ce sont des actions parfois diffuses, mais très très concrètes que peuvent mener les différents acteurs. Beaucoup, Michel. Alors, je vois qu'on a déjà des réactions, donc on va peut-être les prendre tout de suite. On a une personne qui nous dit donc la question de la gestion de l'espace rural et la valorisation de cet espace est une question capitale pour notre pays. Donc, je pense que vous venez aussi en partie de le dire. Michel, vous voulez... Oui. Après, comment dire, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le fonctionnement de la SAFER, par exemple, on peut dire aujourd'hui, la SAFER est une structure de régulation avant tout. Et si je milite au niveau, y compris européen, c'est justement pour tout simplement aller vers cette régulation à la fois par la taille, mais aussi financière. Aujourd'hui, lorsqu'on est propriétaire rural, on a besoin de régulation, ne serait-ce que pour la transmission de notre outil. Un paysan aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'un agriculteur qui succède à ses parents
puissent payer dans la mesure du possible des soutes tout à fait convenables donc à ses frères et sœurs, avec un coût de la terre qui correspond à sa valeur économique. Bon, évidemment, c'est un petit peu supérieur, il y a toujours une valeur patrimoniale, mais il ne faut pas que ce soit déconnecté, comme on le voit dans des pays où il n'y a pas de régulation. Et aujourd'hui, si nous sommes sollicités au niveau européen par l'Allemagne, par bien sûr Belgique, Hollande, j'en parle même pas, et certains pays, des nouveaux pays ex-PECO, c'est tout simplement parce qu'ils ont repéré que l'outil de régulation en France était utile et efficace d'abord pour les propriétaires. Voilà, je suis moi-même propriétaire. L'idée, je ne verrai pas comment on pourrait transmettre notre bien si la terre, au lieu de coûter 8 000 euros, valait 50 000 euros. Alors, évidemment, pour celui qui vend une fois, voilà, c'est une affaire. Mais la régulation foncière, elle est aussi destinée à cela. Donc, ce côté patrimonial, je vois quelques internautes qui savent combien j'y suis attaché à ce côté, à cette notion de propriété rurale, de petite propriété rurale, qui fait finalement notre société. Une société qui n'aurait pas de petits propriétaires, elle est vouée à tous les, on va dire, elle peut être tributaire de tous les prédateurs, et on le voit dans les zones d'Europe où justement la terre était publique, et tout d'un coup elle est passée de public aux grands investisseurs ou aux fonds de pension. Donc voilà, entre les deux, voilà. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'État, à travers ses tutelles, donc évidemment, valide ou pas les décisions prises par la SAFER. Merci beaucoup, Michel, pour cet éclairage. Alors, on va reprendre le fil de nos échanges. Donc, vous avez parlé d'attractivité. Donc, je sais qu'on a beaucoup de collectivités, de mairies qui nous écoutent. Comment, aujourd'hui, on peut définir un projet de territoire, Pierre Jarlier? Parce que c'est lié à ce sujet dont on va parler. C'est que la question du patrimoine en zone rurale, que ce soit le patrimoine agricole, que ce soit le patrimoine forestier, que ce soit le patrimoine architectural, que ce soit le patrimoine paysager, c'est quand même la richesse des territoires. Et il faut évidemment veiller au juste équilibre entre la nécessité évidemment du développement, mais aussi de la protection de ces espaces et des actifs qui y travaillent, parce que c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Michel, et c'est absolument majeur. Et pour ça, moi je crois que tout commence par une question de planification. On sait très bien que le foncier, c'est le nerf de la guerre, et il faut que les collectivités maîtrisent parfaitement l'évolution de leur foncier, avec des outils. Et les outils, c'est l'urbanisme. Parce que tant qu'une collectivité, notamment intercommunale aujourd'hui, je sais que c'est encore un sujet, mais il faut quand même essayer de voir ça à une échelle territoriale, tant que les collectivités ne maîtrisent pas le droit des sols, le droit de l'urbanisme, eh bien c'est l'État qui décide de leur place. Et donc, il est absolument essentiel que chaque territoire, à l'échelle opportune, se mobilise pour se doter des moyens de la maîtrise du droit de l'urbanisme, en lien ensuite avec des opérateurs, avec des partenaires que sont la SAFER, dont vient de parler Michel, bien sûr, pour les terres agricoles et naturelles, mais aussi pour toutes les zones qui sont déjà urbanisées ou en voie d'urbanisation, par exemple en lien avec les établissements publics fonciers, parce que ce sont des outils qui sont absolument majeurs pour pouvoir préparer un développement harmonieux des territoires. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on puisse définir dans un document d'urbanisme une stratégie territoriale. C'est-à-dire qu'on commence par constituer un projet de territoire. On constitue un projet de territoire et à partir de là, on regarde comment, du point de vue spatial, il va pouvoir se mettre en œuvre. Et ici, dans telle commune, là, dans une autre commune, ici, dans le respect des activités agricoles, là, dans la nécessité de faire du développement économique. Et donc, c'est ce lien entre les communes, ce lien qui doit permettre d'écrire un projet de territoire et qui ensuite se construit avec des partenaires. Parce qu'on l'a dit, moi je l'ai dit un peu en début de propos, l'essentiel, et je crois qu'on partage le même sentiment avec Michel Bellac, c'est que en fait, les acteurs se mobilisent ensemble autour d'une même cause. Et bien, les acteurs qui se mobilisent ensemble autour d'une même cause, c'est qu'ils peuvent construire ensemble un projet de territoire, c'est qu'ils définissent ensemble une stratégie globale. Est-ce qu'on veut développer les filières locales?
Est-ce qu'on veut préserver nos paysages? Est-ce qu'on veut ensemble préserver les terres agricoles? Est-ce qu'on veut demain mettre en œuvre, mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable avec des dispositifs de protection collective? Est-ce qu'on veut développer les services? Est-ce qu'on veut faire de l'accueil de touristes? Et donc, on définit ensemble une stratégie territoriale, un projet de territoire. Et moi, je dis souvent, les conditions de la réussite du développement local, c'est un territoire, un projet, des partenaires, un contrat. Et donc, on a vu le territoire, il va dépendre de la solidarité locale. Ça peut être un PETR, ça peut être une intercommunalité, ça peut être bien d'autres échelles, ça peut être un parc régional, un parc naturel régional. Le projet, c'est la stratégie qu'on met en place ensemble à moyen terme avec des priorités. Et ensuite, ce sont des actions concrètes qui viennent se contractualiser. Et là, on vient dans la notion dont on parle beaucoup aujourd'hui, des fameux CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, qui sont des contrats de territoire et qui sont issus des projets de territoire et qui permettent ensuite d'aller chercher des partenariats financiers avec l'État d'abord, parce que c'est une nouvelle politique, une nouvelle relation entre l'État et la collectivité, mais aussi avec la région, avec le département, avec des porteurs privés, avec des porteurs associatifs. Tout à l'heure, Michel a fait référence à la question du partenariat avec les associations. C'est majeur, parce que bien souvent dans la ruralité, les services fonctionnent avec un engagement extraordinaire des actifs des associations. Et donc, ils doivent être autour de la table pour construire un projet collectif, concerté avec la population et qui fait l'objet ensuite d'un contrat. Voilà, pour moi, c'est la méthodologie qui ouvre de nouveaux champs pour la ruralité. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Jarlier. Je rappelle que vous êtes sénateur honoraire et membre de la mission Agenda Rural. Michel, je me tourne vers vous avec cette même question. Comment définir un projet de territoire et peut-être compléter les propos de Pierre Jarlier? Et le projet de territoire, on y pense et on y travaille au niveau déjà des EPCI. Alors c'est vrai que en ce qui nous concerne, sur Grand Auch, Cœur de Gascogne, en septembre, nous, avec les nouveaux élus, nous allons tout simplement essayer de bâtir ce qu'on appellera un projet de territoire qui sera le fil conducteur pour les 5 prochaines années. Évidemment, un projet de territoire, ça veut dire, ça s'inscrit aussi dans un cadre. Et n'oublions pas que nous travaillons aussi au niveau plus large, et nous, au niveau départemental, on a un SCOT, un schéma de cohérence territoriale ensemblier, ce qui épouse quasiment la surface de notre département. Donc là-dessus, c'est un cadre dans lequel on définit donc des zones d'activité, des zones qui seront agricoles, des zones qui seront naturelles, des zones qui seront plutôt à bâtir. On essaie de travailler on fait de la prospective, on essaie d'imaginer la population en 2040, et tout cela, nous le faisons avec un bureau d'études, avec l'AUAT, l'Agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine, qui nous aide dans ce travail-là. Voilà, je crois que sans cadre, on ne peut pas définir de projet territorial. Et quand on dit un projet territorial, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. C'est tout simplement un projet alimentaire territorial, par exemple, mais qui ne sera pas forcément que cliché. Parce qu'aujourd'hui, on entend, lorsqu'on parle de projet local, on ne voit que que la proximité absolue, etc., etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut faire cohabiter sur nos territoires plusieurs agricultures. Donc on a besoin à certains moments de surface, on a besoin de surface pour faire de la farine, par exemple, on a besoin de céréales pour faire de la farine dans des grandes quantités pour fournir des marchés. On peut imaginer ici ou là avoir peut-être tout simplement un minotier qui fera des choses plus petites avec une autre niche. Donc l'idée, c'est d'avoir un projet de territoire inclusif. Et ne pas tomber dans les pièges, celui-là plutôt que notre, ce système plutôt que notre. Aujourd'hui, il faut aller vers toujours le plus vertueux, mais le vertueux, ce n'est pas qu'une seule. Le vertueux, c'est un ensemble. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en production, on va dire traditionnelle et conventionnelle, qui sont parfaitement vertueux. Je discutais avec quelqu'un qui était dans le Comminges ou dans les contreforts des Pyrénées. L'agneau des Pyrénées, même s'il n'est pas bio, il est très bon. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a moyen
justement de travailler avec des filières, qu'elles soient bio ou pas, et faire cohabiter tout cela, mais avec un désir commun de faire mieux. Alors, le projet de territoire, donc bien sûr, il y a le projet alimentaire, mais ensuite, évidemment, il y a le projet aussi urbanisme et occupation des sols. En fait, nous, ce qui revient vers nous, et moi en tant que vice-président de la SAFER, j'ai envie, évidemment, comme le disait tout à l'heure Pierre, une maîtrise du sol. Je veux dire, aujourd'hui, on est l'outil aussi qui permet aux collectivités, qui permet avec l'EPF. L'EPF travaillera davantage sur Intramuros, sur les centres-villes, et nous, davantage à l'extérieur. Alors, que je vous le dise tout de suite, nous avons une convention avec l'EPF qui permet justement de ne pas se marcher dessus, c'est pas le mot, mais de travailler en totale efficience dans l'intérêt, on va dire, des collectivités. Mais derrière les collectivités, il y a aussi des propriétaires qui ont besoin aussi de savoir et qui ont besoin, lorsqu'ils ont une terre qui est classée dans certaines zones, qui sont classées, il faut que les propriétaires soient tout à fait respectés là aussi. Donc il y a cette notion de respect du propriétaire à laquelle je suis très très attaché, donc, mais tout en maîtrisant le sol et les collectivités aujourd'hui, à travers un outil qu'on a mis en place qui s'appelle Vigifoncier, qui permet en temps réel à une collectivité adhérente d'avoir le mouvement de sol sur sa commune en 24 heures chrono, si j'ose dire. Ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on démystifie totalement les ventes, les achats et les ventes on va dire, c'est pas secret. C'est quelque chose qui doit être transparent. Parce qu'autrement, en tant que maire, comment peut-on réellement avoir une politique urbanistique si on n'a pas la maîtrise et l'information? Voilà. Donc, et sans pour autant porter atteinte à qui que ce soit. Donc, le projet de territoire, c'est d'abord le projet de la maîtrise du sol, évidemment, et avec les activités qui vont dessus. Merci beaucoup, Michel. Je rappelle que vous êtes vice-président de la SAFER Occitanie et président de l'association des maires du Gers. Alors, on vient de voir avec vous là, les contours d'un projet de territoire. Alors, vous parlez de stratégie territoriale, de partenaires. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question sur ces espaces ruraux. Est-ce que c'est une chance pour notre développement? Pierre Jarlier, est-ce que vous voulez... Une chance pour notre développement, bien sûr, d'autant qu'il y a de nouvelles opportunités. Puisque d'abord, il y a ce regain d'attrait d'abord pour la ruralité, mais il y a aussi des mutations actuelles qui sont absolument déterminantes. La mutation numérique et la mutation énergétique. Sur la mutation numérique, aujourd'hui, l'arrivée du numérique dans le quotidien des territoires, de la vie de chacun, c'est des opportunités considérables. On parlait tout à l'heure d'offres de soins. Je peux vous dire que grâce au numérique, on fait de la consultation à distance, même s'il n'y a pas de médecin, ce qui est évidemment une vraie difficulté dont on pourrait parler de longues heures. Eh bien, on a la possibilité de faire des diagnostics à distance. Et le numérique apporte des services de proximité aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu imaginer et il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années. Et ce sont de nouvelles chances d'attractivité pour le territoire. La deuxième opportunité, c'est la mutation qui est liée à l'énergie. Et là, il faut être quand même extrêmement prudent parce que malheureusement, on a trop tendance à appliquer des solutions plaquées qui viennent un peu des grandes stratégies nationales. Et là, sur ce point, il faut que les territoires se prennent en main, justement avec leurs documents d'urbanisme, avec les SCOT dont parlait Michel tout à l'heure, avec les PLUI, de façon à ce que les territoires décident ensemble de ce qu'ils feront, où ils le feront et comment ils le feront pour adapter la transition énergétique à la réalité de leur territoire. Je donne un exemple. Il est bien certain que dans certains territoires, mais vous l'avez vu en Occitanie, ça a été valable comme en Auvergne d'ailleurs, il y a des territoires qui ont été massacrés par l'implantation sauvage d'éoliennes, alors que s'il y a eu une politique de planification au départ, et si les élus avaient dit à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, on ne fera pas, ou on fera seulement à tel endroit, il y aurait eu un rapport de force entre les opérateurs et la force publique, de façon à ce que d'abord on ait plus de valeur ajoutée, on crée de la richesse
et qu'on évite de saccager des territoires et des paysages. Et donc la transition écologique aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle possibilité de création de richesse qu'il ne faut pas négliger à condition de bien la maîtriser. Et puis, dernier point, et j'en reviens au sujet qui touche l'agriculture, il y a un champ nouveau qui s'ouvre. La question des circuits courts, jusqu'il y a quelque temps, était évidemment assez marginale encore, hein. Aujourd'hui, on peut véritablement en faire une source d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui s'organisent, notamment, comme tu l'as dit, Michel, tout à l'heure, avec des programmes d'alimentation territoriaux, pour être capables d'alimenter eux-mêmes la population située sur leur territoire, alors qu'il y a encore ne serait-ce que quelques mois ou quelques années, eh bien, on allait chercher des aliments bien loin, alors qu'on les avait juste à côté. Et là, il y a une source potentielle de maintien d'actifs et de création de richesse. Maintien d'actifs, parce que si on fait du produit de qualité en circuit court, on pourra avoir des exploitations de taille familiale, sans doute de taille mesurée, capables de faire vivre des familles. Et en même temps, on fera la valeur ajoutée nécessaire sur les produits parce qu'on fera du circuit court. Donc, c'est une véritable nouvelle économie potentielle et beaucoup de territoires se l'approprient aujourd'hui parce que c'est absolument essentiel. D'abord, on maintient la tradition agricole, on maintient les actifs agricoles et en même temps, on crée de la richesse. C'est de l'économie aussi, c'est de l'économie circulaire. Et ça m'amène au dernier sujet sur les filières locales. Tout simplement, les gisements potentiels de valorisation territoriale, ils existent souvent, mais bien souvent, on les a aussi un peu laissés partir parce que on était dans une époque des grandes concentrations et la centralisation de beaucoup de sujets, alors qu'on a quelquefois chez nous des possibilités de valoriser vraiment des filières ou ancestrales ou des filières locales traditionnelles qui peuvent faire vraiment de la valeur ajoutée. Je vous remercie, Pierre Jarnier. Je rebondis sur vos propos puisqu'il y a 2 mois, nous avions reçu ici donc Dominique Barrault et Claire Delfosse pour échanger justement sur la valorisation des filières. Et je vous invite à aller voir le replay de ce webinaire très intéressant et qui allait exactement dans le sens de vos propos. Michel, est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus sur cet enjeu, les espaces ruraux, une chance pour notre développement? Bien sûr, enfin, réagir, enfin, je ne sais pas l'impression que l'on donne à nos auditeurs. Bon, j'ai entendu quelqu'un, j'ai vu un commentaire, quelqu'un dire s'endort et a préféré partir, mais vous savez, peut-être qu'on a une façon de s'exprimer qui peut-être provoque la somnolence, mais lorsqu'on est comme nous impliqués sur le terrain quotidiennement, on sait très bien que je veux dire, on n'a pas le choix. Les espaces ruraux, soit c'est une chance où on ne fait plus rien. Et la chance des espaces ruraux, ce sont d'abord les gens qui y vivent. Et voilà, qu'ils soient en individuel, organisés. Et tout à l'heure, j'ai parlé du tissu associatif. Attendez, la chance quand je fais la comparaison entre l'espace rural et l'espace urbain, bon, les associations parfois font la différence. Je suis dans le Gers, alors c'est sans vouloir vanter tel ou tel territoire, parce que, attendez, Jazzy Marciac n'est pas né s'il n'y avait pas eu, enfin, sans une association. Au départ, et derrière ces associations, il y a de l'économie. Ça génère un afflux de personnes, ça génère des ventes de produits régionaux, ça génère des nuitées, etc. Enfin, bref, on est dans une dynamique où c'est quand même l'homme qui est au cœur de cette dynamique. Et l'association est aujourd'hui une entité qu'il faut absolument prendre de plus en plus en compte. Je n'ai pas dit voilà, et la petite association de base. Hein, voilà, donc, c'est pas uniquement. Voilà, donc, autour de l'associatif, on a réalisé des choses extraordinaires et c'est là est la chance des territoires ruraux, à condition aussi qu'il y ait toujours des agriculteurs, parce que n'oublions pas que l'entretien de l'espace rural se passe, qu'on le veuille ou non, par la production. Certes, une production qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, mais la production signifie l'entretien. Et sans aller dans le Gers,
même lorsqu'on on se situe en montagne ou ailleurs, on sait très bien que là où il n'y a plus de brebis, là où les prédateurs ont pris le pas, on va dire, sur les brebis ou autres, eh bien, il y a plus de brebis, il n'y a plus d'animaux qui paissent, qui broutent donc cette fameuse herbe qui permet l'hiver de retenir un petit peu la neige, etc., etc. Donc, il y a un équilibre qui doit se faire dans nos espaces ruraux grâce tout simplement grâce aux gens qui y vivent et en particulier pour le coup, les agriculteurs. Donc, il faut trouver des moyens de maintenir un grand nombre d'agriculteurs. On a parlé tout à l'heure de transmission d'exploitation. Voilà, on a posé la question d'exploitation familiale. Évidemment, l'exploitation familiale n'a pas le même, n'est pas tout à fait, les structures d'exploitation ont changé par rapport à il y a 50 ans, mais il n'empêche qu'entre une agriculture de firme et avec plusieurs milliers d'hectares et une agriculture familiale où les gens, voilà, il n'est pas rare qu'il y ait des gens aujourd'hui qui aient 50 hectares, voire même 200. On est toujours en exploitation familiale. Alors que, bon, il y a de l'autre côté une agriculture de firme qu'on ne veut pas. Et voilà, et donc là-dessus, je crois qu'on peut se retrouver, et c'est là où on a besoin tout simplement d'outils de régulation. Bon, aujourd'hui, c'est la SAFER, voilà, mais il faut et que l'État, aussi le législateur, donne un cadre clair pour que puisse s'exprimer donc cette régulation qui permet à tout le monde d'y retrouver son compte, y compris les propriétaires ruraux. Merci Michel. Alors justement, on a des questions dans ce sens. Michel, je pense que vous allez pouvoir nous éclairer. Qu'est-il prévu pour lutter contre l'évasion des terres qui échappent au contrôle de la SAFER par le biais de vente de parts de SCI? Voilà, alors c'est un dossier donc, qui a été, la question tombe à pic, avec la PPL donc, de Sempastous. Donc, bon, on a introduit l'idée de pouvoir tout simplement contrôler ces parts de société, mais bon, dans ce cadre qui n'est justement pas familial. Je veux dire, aujourd'hui, bon, lorsqu'il s'agit on va dire de parts de SECI familiales, bon, voilà, on n'a pas à mettre notre nez ou on n'a pas à intervenir. Voilà, donc ça, c'est quand même très important parce que, voilà. Mais par contre, quand on voit ce qui s'est passé, alors on va caricaturer ce qui s'est passé, bon, dans le centre de la France avec des investisseurs étrangers qui, avec une seule part, mais finalement pouvaient exploiter et tout simplement et acquérir de très grosses surfaces. Là-dessus, cette PPL donc déposée par le député Sempastous et acceptée, donc, qui a été votée, permettra justement d'enfin tout simplement contrôler ces parts de société et ça sera tout ça validé par le préfet. C'est même pas la SAFER, hein, bon, ça passera par la SAFER, mais la validation finale sera donc, ça sera le préfet. Merci beaucoup, Michel. C'est une avancée significative, mais il a fallu, là aussi, tenir compte, et à juste titre, de l'avis des propriétaires qui se posaient légitimement des questions par rapport, bon, voilà, on ne va pas embêter un petit propriétaire rural qui veut transmettre, qui a mis son exploitation en forme en SECI et qui tout simplement doit transmettre ses parts à ses enfants. Voilà, donc là aussi, voilà, on évite, enfin, on essaie d'être le plus juste possible, enfin, bon, en toute humilité. On a une autre question sur l'agriculture familiale. Les aides de la PAC favorisent-elles les gros propriétaires au détriment des petits agriculteurs de l'agriculture familiale? Mais là-dessus, je crois que le débat, il ne date pas d'aujourd'hui. Il est évident que le plafonnement des aides à un moment donné pourrait donc régler le problème. Ça ne dépend pas uniquement de la France, le plafonnement des aides. On s'est rendu compte que certains pays d'Europe ne voulaient pas tout simplement plafonner. Voilà, ils étaient en pleine restructuration. N'oublions pas que les ex-pays de l'Est avaient des coopératives, pour ne pas dire des kolkhozes, à recycler. C'est vrai que il y a eu de ce côté-là donc des freins, tout simplement des freins au plafonnement des aides. Après, c'est un système qui est apparu en 92. Je rappelle qu'avant, les aides européennes étaient sur le produit et pas sur les hectares. Et donc, à ce moment-là, inévitablement, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait à certains moments un petit peu
voilà, qu'il y ait donc de l'exagération et tout simplement, comme je l'ai lu là dans le commentaire, évidemment, des gens qui achètent davantage de foncier pour avoir davantage d'aide. Mais justement, l'outil SAFER permet de lutter contre ça. Et bon, et à notre niveau, nous essayons d'amener notre pierre à l'édifice, si j'ose dire. Une autre question, Michel. Une fiscalité beaucoup moins lourde sur le foncier agricole ne serait-elle pas un moyen d'attractivité efficace pour les territoires ruraux? Oui, mais c'est pas. Il est évident. Alors, je, je suis à la fois propriétaire foncier, mais je suis aussi élu. Et comme je vois quelques internautes élus également, c'est vrai que la fiscalité, la taxe foncière sur le non bâti en particulier, euh, c'est un petit peu comme la taxe d'habitation. C'est un petit peu injuste dans la mesure où, en fonction de la ville où vous vous trouvez, eh bien, vous n'avez pas la même fiscalité. Donc là-dessus, il y a tout simplement une réflexion à mener sur, notamment au niveau de, je ne dis pas de plafonnement, mais il faut reconnaître qu'il y a des taux sur certaines communes qui sont élevés. Et ce n'est pas normal que certains propriétaires soient tout simplement pénalisés par des taux TFNB extrêmement élevés. Et là-dessus, il y a une histoire, pourquoi, voilà, toutes les communes n'ont pas eu les mêmes chances et parfois même les mêmes, je veux dire, tout le monde n'a pas eu des dirigeants, enfin, ou des élus, on va dire économes. Hein, donc voilà, mais ceci dit, c'est très compliqué aujourd'hui pour les collectivités locales d'investir dans des services s'il n'y a plus de fiscalité directe. Donc moi, je suis prêt à rebattre les cartes au niveau de la TFNB ou de la taxe liée au foncier. Je crois que tôt ou tard, de toute manière, il faudra les rebattre, mais à condition aussi que les communes aient toujours les moyens de réaliser qu'il y ait une fiscalité un peu dynamique pour réaliser des services. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui travaille, un couple d'agriculteurs qui est voilà, sur une exploitation, il a des enfants, il a besoin d'un centre de loisirs, il a besoin de... Voilà, les enfants, c'est plus papy et mamie qui les gardent forcément, voilà, comme ça se passait de mon temps. Hein. Donc aujourd'hui, tous ces services, on les a besoin, et y compris les agriculteurs. Donc, voilà. Mais moi, je crois que tôt ou tard, on passera par une mise à plat de cette taxe qui d'une commune à l'autre, peut aller du simple au double. Merci Michel. Peut-être une question pour Pierre Jarlier. Vous parlez de mobilité dans les campagnes. Alors pourquoi pas remettre en service le ferroviaire pour le transport de marchandises et des hommes dans notre France rurale? Parfois, revenir en arrière peut devenir moderne. Ouais, non. Juste un mot sur la fiscalité avant. Je pense qu'il est important aussi que les territoires ruraux bénéficient d'une fiscalité dérogatoire. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on doit rester très, très motivé et très mobilisé, parce qu'il y a les zones de revitalisation rurale qui ont bénéficié de fiscalité dérogatoire et il faut veiller à ce que ces dispositifs soient pérennisés. Aujourd'hui, il y a un travail de lobbying à faire pour que ce soit évidemment maintenu. Alors, sur la question de la mobilité, bah oui, pendant longtemps, on a considéré que le chemin de fer, eh ben, malheureusement, on n'avait que des critères économiques pour définir le maintien des lignes. Il y a un aspect service qu'il ne faut quand même pas du tout oublier, un aspect intérêt général. Et il est important que les petites lignes régionales puissent être maintenues parce que ça permet de mailler le territoire. Et on ne raisonne pas là pour des questions de temps de trajet, qui encore que quelquefois on arrive à gagner du temps, même avec des parcours qui sont plus longs, avec les questions de saturation des axes routiers. Mais c'est surtout que ce sont des lignes qui existent, qui ont nécessité quand même des investissements extrêmement importants et qui peuvent être, comme le sont d'ailleurs les lignes d'aménagement du territoire aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même un effort qui est fait pour maintenir ces lignes, notamment par les régions. Et vous en avez un bon exemple en Occitanie, je pense. Les régions font beaucoup d'efforts aussi pour maintenir ces lignes, pour pouvoir absolument maintenir un maillage territorial. Donc moi, je partage la remarque de l'internaute qui dit, ben oui, la mobilité, ça passe d'abord par le maintien des dispositifs qui existent, notamment par le chemin de fer. Alors, c'est un sujet qui nous est commun parce que la ligne Paris-Béziers passe dans le Cantal et on a ce sujet avec la région Occitanie et la région Auvergne pour maintenir cette ligne, notamment le train d'Aubrac qui est un train national et qu'on veut absolument maintenir. Donc, ce sont des luttes communes entre territoires de différentes régions.
Merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. En quelques mots, Michel et puis Pierre Jarlier. Mais tout simplement, bon, merci je fais à Pierre, hein, donc d'avoir un petit peu d'avoir répondu aussi et d'être aussi investi au niveau de l'agenda rural et au niveau de la ruralité. Simplement, bon, nous sommes tous, autant que nous sommes, que l'on soit à l'écran ou derrière, hein, des acteurs du monde rural. Chacun a sa place, à la place qui est la nôtre. Il faut essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour préserver justement les actifs, pour préserver la présence humaine et en particulier la présence d'agriculteurs. Parce qu'on sait que derrière, s'il y a de l'agriculture, ben, il y aura forcément des métiers à côté. On peut imaginer aussi que dans le rural, il y ait autre chose que de l'agriculture. Il y a des petites industries qui s'installent, il y a de l'artisanat d'art, il y a des start-up qui peuvent très bien vivre dans du bâti de caractère ou dans une pépinière d'entreprise dans nos communes. Voilà, donc là où nous sommes, nous avons une mission et à la place que j'occupe, c'est-à-dire bon, sur le terrain, eh bien, c'est un petit peu le dessin que je donne à mon action publique. Merci beaucoup, Michel. Pierre Jarlier, pour conclure. Oui, bah, juste un mot. Moi, je crois que franchement, aujourd'hui, la ruralité, elle a une réelle chance hein, devant elle, ça c'est clair. Elle a besoin de la solidarité nationale. Elle a besoin de la solidarité nationale parce qu'on a trop longtemps oublié ses besoins. Elle est rentrée dans le spectre des politiques nationales avec l'agenda rural et vous verrez avec le temps qu'il portera ses fruits parce que ce sont des actions qui s'inscrivent dans le temps. Et pour moi, il y a un outil qui est absolument considérable, mais vraiment indispensable, qui est un outil plutôt local, c'est la question de la solidarité territoriale. Moi, je suis convaincu que lorsque les acteurs sont autour de la même table, qu'ils essaient de parler d'une même voix, ils ont beaucoup plus de chances d'être entendus et à partir de là, de bâtir un projet, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir ensuite trouver les partenaires nécessaires pour pouvoir financer les projets et développer les filières locales. Donc moi, je reste convaincu que c'est d'abord la solidarité territoriale qui fera que, et la mobilisation de tous les acteurs locaux, quels qu'ils soient, autour de la même table, et surtout, au-delà des clivages, au-delà de savoir si c'est du public, du privé, de l'associatif, il faut que tout le monde soit autour de la même table pour construire un projet collectif. Et là, je pense que la ruralité a ses chances. Merci beaucoup, Pierre Jarlier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Michel, de vous être prêté au jeu. Merci à tous de votre participation. Vous retrouverez le replay sur notre chaîne YouTube dès demain. Alors, restez en ligne pour juste nous donner votre avis et pour prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre pour continuer nos Parlons Foncier, le direct. Je vous souhaite à tous un bel été et merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Oui, merci. Merci.